Bienvenue au port du Havre où 29 voiliers de la Transat Jacques Vabre sont amarrés pour la 14e édition. Je vais tâcher tout au long de la journée de rencontrer un maximum de skippers pour vous faire vivre les préparatifs du départ de la course. Bon, si je réussissais à en rencontrer 6 ou 7, je serais très content pour vous. On verra à la fin de la journée ce qu'il en est. Bonjour, je m'appelle Arnaud Boissière, j'ai 47 ans, je suis skipper du bateau l'Ami Caline Artisan Archipel et je m'apprête à prendre le départ de ma 7e Transat Jacques Vabre qui part du Havre et qui va au Brésil. Une course donc en double et je cours avec Javier Macaire. Alors à bord du bateau, on a plein de cordages et plutôt que de tirer sur les cordages comme ça, on n'y arrive pas, on n'est pas assez fort, on a des winches comme ça. C'est une sorte comme des tourniquets pour aller à la pêche. Et on met un cordage autour. Ça c'est un cordage qui permet de tirer sur les voiles. On fait beaucoup de tours. Voilà, on fait beaucoup de tours. Hop, voilà. On accroche le bout là. Et après on prend une petite manivelle. Et on tourne. Ça permet de démultiplier les efforts. Bonjour à tous les élèves, je suis Damien Seguin, je suis le skipper de l'IMOCA Groupe Apicil. Alors moi je vais vous présenter une chose bien particulière sur mon bateau parce que voilà, si je prends du recul, comme vous pouvez voir, j'ai qu'une seule main. C'est un handicap que j'ai depuis la naissance et forcément j'ai adapté un tout petit peu mon IMOCA et en fait il n'y a qu'une seule chose qui est réellement adaptée. Alors vous avez déjà vu certainement la colonne de winch qui permet d'actionner les différentes manœuvres et en fait moi j'ai une adaptation donc qui est un manchon qui a été moulé spécialement et en fait ça me permet de pouvoir wincher dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, c'est la petite adaptation que forcément il n'y a que moi qui l'ai sur le bateau. Bonjour, donc je suis Eric, je suis le skipper de l'IMOCA 60 Veramont-Sansida et je vais vous expliquer un petit peu les voiles qui sont le moteur du bateau, comment ça fonctionne. Donc en fait on a d'abord une grand voile donc, qui est attachée sur l'arrière du mât du bateau et cette grand voile c'est un morceau de tissu qui fait à peu près 180 mètres carrés et qu'on peut réduire en prenant ce qu'on appelle des riz, donc en 3 morceaux. Donc pour avoir moins de surface, plus le vent monte, plus on va le réduire. Cette grande voile elle est complétée par des focs qui sont des voiles qui sont sur l'avant du bateau, qui sont implantées à différents endroits et qui font des surfaces différentes. Ce qui permet aussi, en fonction de la force du vent, de dérouler ce qu'on appelle le J1 qui est le plus grand phoque, ou le J2 qui est celui qui est en place, là le vert ici, ou le J3 qui est le plus petit phoque. Donc ça permet d'ajuster et toutes les allures où on est près du vent ou jusqu'au vent de travers, c'est les voiles qu'on utilise. Après on a encore d'autres voiles, 3 autres voiles, parce qu'on a droit à 8 voiles sur le bateau, et 3 autres voiles qui permettent, sont des voiles d'avant, et on permet de descendre dans le vent. Donc c'est ce qu'on appelle ou des spinakers ou des genakers. Donc là on a un grand genaker et un grand spinnaker qui font plus de 400 mètres carrés, qu'on peut mettre complètement à l'avant du bateau et tout en haut du mât, donc ça fait d'énormes poches sur le côté du bateau. Et on a aussi un genaker qu'on dit mettre au caplage, c'est-à-dire au niveau de l'accroche du J2, donc à peu près aux 2/3 de la hauteur du mât, qui fait lui 300 mètres carrés et qui permet de pouvoir avoir de la descente, mais dans beaucoup plus de vent. C'est-à-dire jusqu'à 30-35 nœuds de vent, on peut garder cette voile-là, alors que le grand spin, le grand genaker, eux, c'est plutôt des forces de vent jusqu'à un maximum 20 nœuds, c'est-à-dire force 4-5. Voilà, donc on a ces 8 voiles-là qui nous permettent de faire avancer le bateau à toutes les allures, quelle que soit la force du vent et le plus rapidement possible. Bonjour, je suis Sam Davis, je suis le skipper du bateau Initiative K. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer comment marche un safran. Bon, je vais essayer en tout cas. Du coup, les safrans sont à l'arrière du bateau, c'est ça qui dirige notre bateau. Donc, donc le safran ici, là actuellement il est levé, il est sorti de l'eau, mais sa position normale c'est sous le bateau. Et donc il est relié à la barre par un système de barres de liaison donc, qui partent de la mèche du safran qui emmène à l'arrière du bateau et par l'intérieur du bateau le safran il est connecté à la barre du bateau. Donc là quand je suis ici à la barre, quand je tourne la barre, vous voyez derrière, là quand je tourne
Et donc le safran, c'est ça qui dirige le bateau à gauche, à droite, par là-bas. Et à l'intérieur du bateau, il est aussi connecté à notre pilote automatique. Donc la plupart du temps, c'est pas nous qui bat à la main, c'est le pilote automatique, c'est un ordinateur qui dirige le bateau. Donc il y a une connexion, une liaison à l'intérieur au vérin de pilote pour que le bateau il avance tout seul pendant que nous on fait les réglages, la navigation et on part pas tout le temps. Bonjour, je suis le co-skipper d'Initiative Cœur. Je vais partir sur la Transat Jacques Vabre avec Samantha Davis. Et donc je suis là pour vous parler des foils. Alors, les foils c'est apparu il y a très longtemps, quasiment 100 ans, hein, ça fait longtemps que ça existe. Mais en IMOCA sur nos bateaux, ça fait 5 ans qu'on commence à les mettre. Et ça c'est des foils de génération 2019. Donc la particularité c'est qu'en fait, comme maintenant on sait que ça marche, ils sont de plus en plus grands. Et on va les descendre plus ou moins profond dans l'eau. Et en fait ça marche comme une aile d'avion, c'est-à-dire que avec la vitesse du bateau, on va générer de la portance, c'est-à-dire que le foil est asymétrique, donc il a la partie du haut qui est courbe, et donc ça va créer une dépression sur le haut et donc lever le bateau, comme une aile d'avion dans l'air. Donc plus le bateau va vite, plus le foil va pousser, et donc le principe nous c'est pas forcément de faire décoller le bateau, même si on les fait décoller un petit peu, mais surtout de générer de la puissance, c'est-à-dire un contrepoids en fait qui s'oppose à la force des voiles. Donc on va générer ce qu'on appelle du RM, du righting moment ou du moment de redressement. Voilà. Bien bonjour, moi c'est Alan Roy, je suis le skipper de ce magnifique bateau, un 60 pieds IMOCA qui s'appelle La Fabrique. Et aujourd'hui je vais vous montrer deux choses, quelque chose d'assez intéressant et d'assez compliqué à bord d'un voilier de course au large, ça va être les toilettes. Alors on n'a pas de toilettes comme à la maison, ici c'est un seau, comme vous pouvez le voir, qui pour le coup devient notre toilette. Donc on met de l'eau dedans, puis après il faut réussir à se caler dans le bateau. Savoir qu'un bateau, un monocoque, ça bouge beaucoup. Et donc il faut réussir à se caler du mieux possible, avec les pieds, avec les mains, pour pouvoir faire ses besoins dans le seau que vous avez ci-dessous. Donc voilà, ça c'est la première étape qui est pas si simple. On a eu pas mal de sauts à essayer, pas mal de choses différentes pour trouver le meilleur compromis. Donc voilà les toilettes du bateau. Puis après, un autre point, c'est la cuisine. Il faut quand même se nourrir dans un bateau. Donc ici, on a la cuisine du bord, on a un petit réchaud de camping avec une bouilloire. Et ça nous permet de pouvoir faire chauffer de l'eau pour hydrater la nourriture de ces bateaux, qui sont des léophilisés ou apertisés. Et aussi des boissons chaudes, du thé ou du café. Ici, on a notre arrivée d'eau douce du bord, donc, qui nous permet de remplir la bouilloire qu'on a ici. Voilà, tout simplement. Et puis après, on peut directement faire chauffer. C'est assez simple, mais il a fallu quelques temps pour mettre ça au point. Comment se procurer de l'eau douce? Alors dans ce bateau, on a un dessalinisateur. C'est une petite machine qui prend de l'eau salée et qui crée de l'eau douce avec de l'eau salée. Alors ça passe par des filtres, un système de pompe. Et on a de l'eau quasiment comme en bouteille derrière pour le bateau. Bonjour, moi c'est Solène, donc je fais partie de l'équipe technique du team Initiative Cœur. Là je suis placée à peu près où Sam et Paul dorment, donc sur un pouf avec des billes. Voilà, ils dorment à peu près comme ça, ou sinon sur une bannette qui est là plus haut, qui est réglable en fonction de la gîte. Bonjour à tous, je suis Romain Talagio, je suis le skipper de Pure qui est ici et je voulais vous montrer aujourd'hui les hydrogénérateurs. Les hydrogénérateurs, c'est les espèces de barres noires avec l'hélice au bout. En fait ça sert à faire de l'énergie à bord, donc plutôt que d'utiliser le moteur pour alimenter le pilote automatique, l'ordinateur et tout ce qui demande de l'énergie dans le bateau, on a ce qu'on appelle ça les hydrogénérateurs. Donc on les descend, il y en a deux, un de chaque côté, un peu comme les safrans, vous voyez, pour quand le bateau il penche. On descend dans l'eau et avec la vitesse, ça fait tourner l'hélice que vous voyez au bout là, et ça fait de l'électricité. Bonjour, je m'appelle Joseph, je suis en charge sur le bateau de Samantha, de l'informatique et de l'électronique. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc à bord il y a un ordinateur qui est très important, sur lequel il y a la cartographie. La cartographie, elle permet de voir les traits de côte, les cailloux, ainsi de suite, mais on peut aussi également voir les autres bateaux. Par exemple, on peut voir qu'à côté du Havre, là,
tous les petits points verts là, on va zoomer. Ce sont des cargos. Là, je peux mettre mon curseur dessus et il va me dire que c'est du coup un cargo. Donc ça permet, en restant à l'intérieur, de savoir un peu ce qui se passe quand même à l'extérieur, si on croise des bateaux ou pas. Bonjour, je suis Jérémy Bayou, je suis le skipper avec Christopher Pratt du l'IMOCA Charal. Pour moi, la difficulté dans cette course-là, c'est de bien se positionner sur les premiers jours de course pour avoir un bon angle, pour aborder la descente vers l'équateur ensuite. Donc c'est vraiment le contournement de la première dépression qui va conditionner la suite et la fin de la course. Donc voilà, les 3-4 premiers jours de course en termes de stratégie sont pour moi les plus complexes. Bonjour, je suis Isabelle Yoshke, skipper de l'IMOCA MACSF, ici présent. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le poteau noir en quelques mots et quel est l'enjeu du poteau noir sur cette traversée. En gros, le poteau noir, on appelle ça aussi l'équateur météorologique. C'est une ceinture qui se situe un petit peu au nord de l'équateur géographique. Et c'est une ceinture, disons que c'est une bande où les systèmes météo sont très compliqués parce qu'en fait c'est la limite entre l'alizé de l'hémisphère nord et l'alizé de l'hémisphère sud qui se rencontrent et donc où les vents s'annulent. Donc c'est une zone où il y a très peu de vent, il y a beaucoup de grains, beaucoup de nuages, de pluie et des vents très instables. Et le problème du poteau noir, c'est qu'il se déplace, il se déforme, il bouge tous les jours. Donc il y a des jours où il peut y avoir du vent à un endroit, et puis des jours où il peut ne pas y avoir de vent pendant des jours et des jours. Et moi je connais bien le poteau noir parce que je l'ai déjà traversé plusieurs fois. Et la dernière fois quand j'ai couru la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans, j'ai pas été très chanceuse puisque à l'entrée du poteau noir avec Pierre, mon coéquipier, on était 5e et on était vraiment contents de notre classement. Et on est resté englués dans les vents très faibles pendant 4 jours. Et tous les bateaux qui étaient avec nous sont partis devant et tous les bateaux qui étaient loin derrière nous nous ont rattrapés. Et du coup, après, on a bataillé pour récupérer notre place. Mais ça a été une grosse déception pour nous et vraiment une épreuve parce qu'on se sent un peu impuissant, quoi. Le vent fait ce qu'il veut, les nuages passent, d'un coup, il n'y a plus de vent, d'un coup, il y a du vent pendant 1 heure et puis ça s'arrête de nouveau. C'est vraiment très aléatoire et